Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et vous êtes bien sur l'émission À vous la parole. Alors, À vous la parole reçoit ce soir un monsieur qui nous vient de la diaspora camerounaise et qui est notamment dans le monde de la médecine. Il s'agit bien de monsieur Anderson Kouetché. Anderson Kouetché est un personnage quand même assez connu de la diaspora car il est urologue, spécialiste en médecine sociale avec plein d'autres casquettes que nous allons découvrir ce soir. Sans plus tarder, vous asseyez-vous bien et surtout ne bougez pas car nous allons vraiment travailler et beaucoup parler aujourd'hui de médecine et notamment ce qui est en cours avec le Covid-19 avec un spécialiste qui vient d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons prendre l'invité. Rebonsoir, nous sommes bien en présence de monsieur Anderson Kouetché. Bonsoir monsieur Anderson Kouetché. Bien. Bonsoir Odile, bonsoir Madame Pareil. Euh, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve sur votre plateau. Ouais, et, parce que c'est pas tout le temps qu'on se retrouve ici à Yaoundé au On vous Cameroun. sent un peu timide, mais est-ce que vous avez peur Non, de non, quelque non, non, chose? c'est juste... Pourtant, vous êtes médecin, vous avez non, l'habitude non, des non. patients, justement, de Voilà. résoudre plusieurs problèmes. Oui, oui. Écouter, l'écoute, c'est un peu ça qui fait la médecine Oui, aujourd'hui. c'est d'abord l'écoute, prendre le temps pour écouter son patient et prendre le temps dans le calme de poser un diagnostic. Mhm. Oui. Alors, on parle aujourd'hui de diaspora. On sait que la diaspora est divisée. Il y a une diaspora quand même qui travaille, qui amène un plus, notamment dans le côté social, Oui, médecine, entre autres. Et il y a aussi justement cette diaspora qui se démarque, dont on parle de vous, par exemple. Vous avez plusieurs casquettes. oui. Est-ce que en une phrase, vous pouvez nous dire, donner au moins la moitié peut-être de vos casquettes, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de casquettes. Bon, pour faire court, en tant que médecin, je me suis très vite lancé dans le social en dirigeant, en créant une ONG en Allemagne déjà dans les années 2002, avec qui on a fait un long chemin en faisant plein de dons au Cameroun et ailleurs à travers l'Afrique. Par ailleurs, C'était quelle ONG ça s'appelle Help caritative? Now. Help Help Now. Now, ok. Donc, et au travers de ce parcours, j'ai donc trouvé la nécessité avec le temps, après que j'ai intégré les forces de défense en Allemagne, créer une société. Et aujourd'hui, vous avez quel grade? Vous occupez quel grade Oui, dans l'armée, j'ai le grade de médecin lieutenant-colonel. Ah, vous êtes lieutenant-colonel, d'accord. Le On en vient, hein? lieutenant-colonel. Mhm. Donc, donc je suis par ailleurs le secrétaire général exécutif de la société germano-africaine pour les études géostratégiques. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a amené au forum où on s'est rencontrés il y a quelques jours. Par ailleurs, au sein de notre diaspora à l'étranger, je suis depuis plusieurs années le secrétaire général de la représentation de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour l'Allemagne. D'accord. Donc, Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes urologue, oui, uréoncologue, spécialiste en mhm, médecine sociale. On parle de médecine sociale. oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est pratiqué au Cameroun? C'est pratiqué où Non. exactement? Il Pas du- s'agit de quoi? La médecine sociale, c'est une spécificité allemande. Euh, on n'a pas de comparaison possible dans le système francophone, le système français. Mhm. Donc c'est en fait une spécialité de la médecine qui essaye de mettre en pratique les lois sociales, en fait leur application dans la médecine. Je donne à titre d'exemple, par exemple, si un patient est invalide dû à un accident de travail, eh bien le médecin social est celui-là qui va essayer d'identifier son degré d'invalidité et qui pourrait aussi déterminer s'il peut reprendre du travail, si oui, à quelle hauteur, ou bien s'il peut prendre une retraite anticipée. Et sa décision a des conséquences et des répercussions sur le calcul
de ce qu'il gagnerait lorsqu'il ira à la retraite. Donc, c'est un système très particulier. Donc, ici au Cameroun, si on veut introduire ce genre de système, ce serait introduire la CNPS et carrément ouvrir un code social où on a des lois purement sociales, où tout cela est codifié. D'accord. Donc, en France, ce n'est pas déjà Non, mis ils sur n'ont pied, pas. par exemple. C'est vrai que le Cameroun a souvent, quelquefois, un peu cette copie, peut-être pas le copie peut-être de la France, où on copie un peu tout, vu que nous parlons la langue française. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi cette spécialité, par exemple? Voilà, c'est dans le cadre de cette envie de toujours découvrir. Parce qu'on est quand même en Allemagne, dans la première puissance en Europe, qui présente plusieurs atouts. Donc je me dis que lorsqu'on a la chance d'être dans un tel pays, et lorsque des possibilités s'offrent, parce que d'ailleurs à ce niveau-là, la formation continue est une obligation pour tout spécialiste. Donc c'est dans le cadre donc, de ces activités de formation continue que j'ai présenté cette envie lorsque j'ai été au contact de cette spécialité au travers de ma fonction comme chef de clinique dans un hôpital d'uro-oncologie et en médecine réhabilitative. Donc ça, ce sont des spécificités propres encore à l'Allemagne. Donc là, il fallait absolument que je me qualifie en médecine sociale. Médecine sociale. Oui. D'accord. On sait que vous êtes chirurgien, urologue. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, vous pourrez exercer si peut-être vous décidez de rentrer au Cameroun? Absolument, absolument. Puisque c'est mon élément de base, c'est là où j'ai été formé. J'ai fait pratiquement 13 ans pour arriver à ce stade-là. Et même dans l'armée, au travers de mes missions en Afghanistan, j'ai eu à travailler comme chirurgien urologue. Ok, vous étiez en Afghanistan? Oui, 2 fois. D'accord. En 2000. Alors aujourd'hui, on a la médecine camerounaise qui est quand même aussi valorisée. On a de grands chirurgiens au Cameroun. Justement, qu'appréciez-vous réellement dans la médecine camerounaise aujourd'hui? Bon, il faut déjà voir que par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est fait jusque dans les années 60-70, il y a eu les dernières années un certain effort des pouvoirs publics de libéraliser. Parce qu'on n'a pas, au départ on n'avait que le CUS, à l'époque ça s'appelait le CUS, après la faculté de médecine de Yaoundé 1. Ils ont quand même fait l'effort de libéraliser, de permettre l'ouverture de structures privées et aussi étatiques. Donc ce qui a fait en sorte que le ratio médecin pour 10 000 habitants a sensiblement réduit. Donc on a plus de médecins et bien sûr l'ordre des médecins du Cameroun a toujours son œil sur la qualité de la formation qui est dispensée. Alors aujourd'hui, on a des médecins au Cameroun déjà qui vont dans des régions un peu reculées. Nous avons les crises qui attaquent peut-être le Cameroun. Est-ce que vous pensez que votre aide pourrait nous être utile déjà que vous êtes allé en Afghanistan? Bon, de ce côté-là, il faut savoir que chaque théâtre d'opération, chaque crise a ses propres spécificités. Et il y a aussi le côté culturel qui joue un très gros rôle. Bon, concernant particulièrement notre cher et beau pays, le Cameroun, il m'est quasi difficile de me prononcer pratiquement puisque je ne vis pas ici. Parce qu'en Afghanistan, c'était tout autre chose. C'était un conflit qui durait déjà plus d'une décennie. Bien sûr. Donc, mais de ce côté-là, il faut juste savoir que il y a les spécificités que les acteurs locaux comprennent mieux et peuvent évidemment mieux gérer. Bien sûr que notre rapport en tant que conseiller est possible à tout moment. Donc, s'il y a des questions bien précises, on est là auprès de nos concitoyens on pour apporter notre... Vous êtes spécialiste en stratégie de guerre, spécialiste en stratégie peut-être. Non, voilà, les stratégies, lorsqu'on parle de stratégie, en fait, lorsqu'on voit l'évolution du monde, l'évolution des sociétés, tout s'est fait toujours par un certain rapport de force,
stratégies et pour atteindre certains objectifs. Un État ne se construit pas, enfin un État qui se veut dominant atteint ses objectifs à travers certaines stratégies qu'elle établit. Donc, du coup, dans le monde actuel, dans notre troisième millénaire, on se rend très bien compte à l'évidence, lorsqu'on voit ce que les grandes puissances font en ce moment, que ce soit du côté occidental ou chez les Russes ou d'autres puissances émergentes comme la Chine, évidemment qu'il y a toute une stratégie qui est tissée, il y a une politique conçue au travers des idées motrices que des dirigeants ou bien on espère que votre expertise pourra nous être utile au Cameroun. Tout à l'heure, avant d'entrer, vous avez parlé de pratiquement 1000 médecins camerounais qui sillonnent la France. Est-ce que vous pensez qu'en tant que peut-être représentant de la diaspora, ils pourraient rentrer au Cameroun justement donner de leur expertise? Bon, là, ça c'est un sujet assez délicat. À Paris, rien que la ville de Paris, on a pratiquement plus de 1000 médecins. Rien que la seule ville de Paris. En Allemagne, nous sommes à plus de 400 médecins probablement déjà. En Italie, on a aussi une très grosse communauté. Et en Grande-Bretagne, et déjà de plus en plus aux États-Unis. En fait, en Afrique de l'Ouest, nous avons aussi plusieurs Camerounais, notamment au Mali. Ce sont les plus grandes communautés médicales. Donc, comment faire? Alors, le bureau actuel de l'ordre, sous l'égide du président national, le docteur Guy Sandjon, il a essayé de venir vers nous, vers la diaspora, et il a essayé de discuter avec nous et de voir dans quelle mesure il a posé exactement la question que vous avez là. Comment faire de nous des coopérants techniques déjà? Parce que beaucoup sont installés là-bas et vivent avec leur famille. Comment donc faire pour essayer de ramener ce savoir-faire vers nous? Parce qu'évidemment, on a des spécialistes très très pointus dans leur domaine et qui sont très rares et recherchés. Donc c'est comme cela qu'ils ont réfléchi au niveau de l'Ordre national des médecins en créant de sortes d'ambassades dans tous les pays où se trouve une grande diaspora médicale. Donc, entre autres l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, et en Afrique de l'Ouest, le Mali, et la Grande-Bretagne, et il y a aussi aux États-Unis. Donc, dans ces pays-là, on a eu à élire, donc, nous, les collèges des médecins, ont élu donc, des représentants, et votre homme serviteur, donc, depuis plusieurs années, il en est le secrétaire général. Donc, c'est-à-dire, on cible, on encadre les médecins, on les cible, on essaye donc de les gagner vers le Cameroun. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On organise, au travers de l'étude de leur dossier, comme chaque représentant, si on le ferait ici au Cameroun, parce qu'on nous a mis au même niveau que les représentations régionales au Cameroun. Donc, que ce soit de la Dama, du centre, de l'Est, on est au même pied d'égalité. Donc, des représentations dans ces pays-là. Donc, on essaye donc, après une étude de dossier, de les faire inscrire au tableau de l'ordre au Cameroun. Donc, c'est le cas aussi de ma personne. Et ce qui permet aussi à ces collègues-là de pouvoir pratiquer, même pour un court moment, pour un court séjour. Parce que sinon, c'est de l'illégalité, c'est la pratique de la médecine illégale. Voilà. Non, mais on voit souvent de temps à autre des médecins qui arrivent au Cameroun et qui font des opérations gratuites. Bon, en général, cela doit se faire avec une autorisation. Il y a des autorisations aussi temporaires pour exercer. La pratique médicale se fait selon certaines règles. Il faut pouvoir savoir si celui qui prétend être ce chirurgien-là a évidemment étudié médecine, ses antécédents aussi juridiques, etc. Donc, il y a tout un dossier qu'il faut faire. Donc, lorsqu'on le fait sans autorisation, même provisoire, on est dans l'illégalité. Si jamais quelque chose se passe, on n'est pas du tout couvert par l'ordre. D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de médecine sociale. Au Cameroun, on parle de couverture santé universelle qui est en train d'être mise sur pied par le ministère de la Santé. Alors, quel regard portez-vous au CSU au Cameroun? Bon, la
lors de mes études de médecine, dans les années 2004, lorsque je faisais mes stages de fin d'études, j'ai passé 4 mois à l'hôpital central à Yaoundé. Et c'était donc l'occasion pour moi de m'immerger dans le monde médical camerounais, de prendre aussi des contacts que j'ai gardés jusqu'à ce jour. Et c'était très bénéfique. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir une réalité profonde de notre pays, à savoir plein d'indigence. Et pour certains, malheureusement, pratiquement, bon, si on peut le dire ainsi, n'ayant pas des moyens, c'était donc pour eux une sorte voilà, ça se terminait en fait par une mort certaine en fait. Vous avez du mal à parler de la couverture santé universelle au Cameroun. Non, mais c'est pour cela qu'il y a cette nécessité évidente d'introduire une couverture universelle où on pourra définir quelles sont les pratiques médicales en cas d'urgence. Et parce que c'est le contribuable, c'est tout le monde. Je sais pas, il faut que le gouvernement sache comment il va financer cela. Mais il faut qu'on puisse définir qu'est-ce qui est réellement une urgence. Parce que le fait de voir quelqu'un qui arrive aux urgences dans n'importe quel hôpital, qui n'a pas d'argent, qui est laissé là pratiquement pour mort au sol, personne n'y prend part, tout simplement parce qu'on n'a pas payé de billet de session, je ne sais pas. Sincèrement, ce sont des choses qui révoltent et qui touchent l'âme pour toute personne humaine. Donc ce sont des tragédies dans certains cas, et pour les médecins, pour les pratiquants, c'est assez difficile à supporter, à suivre. Donc il serait impératif que les pouvoirs publics, notamment le ministre de la Santé, avec tous les acteurs du monde médical, trouvent rapidement un consensus pour pouvoir établir cela. Donc, parce que parfois on entend que certains ont été casernés à l'hôpital, pris en otage, parce qu'on ne pouvait pas payer des soins de santé, ce genre de trucs. Et ça ne devrait pas se faire en fait. Peut-être le manque de moyens, peut-être oui, c'est ça. Les hôpitaux aussi peut-être ne sont pas bien équipés aussi. Hein. Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a le plateau technique en fait. Oui. Il y a le gros problème qu'il y a en général en Afrique. En Afrique. C'est un manque de subventions Non, c'est que il y a plein de... Bon, je dirais qu'il n'y a pas assez de connaissances de ce que la médecine moderne propose par rapport à certains qui décident, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, il y a toujours l'idée de la médecine primaire, hein, comme cela a été déjà le cas au temps de la colonisation et au début des indépendances, médecine primaire, etc. Mais de nos jours, il faut juste qu'on sache que nous vivons carrément dans deux antipodes. Je viens d'un pays, on a parlé de ma spécialité de l'urologie, tous ceux qu'on opère de la prostate actuellement en Allemagne, pratiquement se font opérer par des robots. Ah d'accord. On est déjà à l'ère du robot, le robot qui opère un être humain. D'accord. Ici, on va parler, si on part dans un village très reculé, on chercherait même quelques petits instruments pour faire une appendicite, c'est pas normal. Donc, en fait, il y a déjà à l'idée que lorsque les personnes qui sont en charge de ces départements, l'idée serait qu'on s'approche un peu des spécialistes dans le domaine, peut-être pour pouvoir orienter davantage les décisions dans le bon sens. Parce qu'il faut s'orienter vers la médecine tertiaire. Les Européens ont déjà la médecine quaternaire. Quand je parle de robotique en médecine, nous, on est encore à la médecine primaire, les petits centres, mais enfants, ce genre de trucs, où il n'y a même pas de lit d'accouchement. C'est assez difficile à comprendre au XXIe siècle.
Mais peut-être il n'y a pas d'assez de moyens, le Cameroun peut-être ne dispose pas d'assez de moyens Bon, pour équiper peut-être ces centres ou bien bon, peut-être ces bon, hôpitaux de seconde zone. Aujourd'hui, on voit justement des hôpitaux quand même de référence qui sont construits dans des régions. Vous savez, nous sommes à l'ère de la décentralisation, nous avons donc des hôpitaux de référence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces hôpitaux de référence pourraient, n'est-ce pas, accueillir un plateau technique tel que peut-être en Allemagne? Absolument. Il suffit juste que les personnes qui ont pensé ces hôpitaux pensent notamment à tout ce qui anime un hôpital moderne. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste de belles bâtisses pour en faire des hôpitaux de référence. Donc, et je le dis de façon très, très contrôlée. Parce que, ne connaissant pas, n'étant pas au parfum des réalités camerounaises, je ne sais pas comment le processus de décision se fait pour la création d'un hôpital et les composants. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Donc, c'est vraiment sous le contrôle de tous ceux qui sont en charge de ces dossiers-là. Ce qui me dérange, c'est que, selon certains collègues ici au Cameroun, certains hôpitaux ont été équipés par des appareils qui n'étaient pas nécessairement adaptés aux réalités locales. Par exemple, un appareil de radiologie, lorsqu'on l'implémente quelque part, il y a des contrats de maintenance qu'on doit suivre avec les firmes. Par exemple, pour ne pas faire de publicité, il y a Siemens, qui est très connu dans le monde médical. Normalement, il y a ces contrats-là. Ils viennent après un certain temps, ils contrôlent. En général, ce qui se passe chez nous, c'est que c'est pas seulement au Cameroun, c'est un peu partout en Afrique. On implémente un appareil, on le laisse là après 10 ans. Et puis, par exemple, rien que pour la radiologie, on n'est plus sûr de ce qui sort là comme dose en gré. Donc, et parce qu'on n'a pas fait les maintenances nécessaires que le constructeur exige. Or, ces contrats sont très coûteux. Ces contrats de maintenance, il y a des termes techniques pour qualifier cela. Donc, et c'est ça un problème. Donc, on construit un truc, on prend un appareil, je ne sais où on positionne là. Celui qui est censé l'utiliser peut-être ne sait pas aussi l'utiliser. Donc ça, c'est un problème. Parfois, j'ai vu ça à un moment à l'hôpital central, il y avait des appareils allemands de la marque Dräger. C'est très connu dans le monde médical. Sans publicité, bien sûr. Sans publicité. Voilà. L'anesthésiste, le collègue anesthésiste, ne l'utilisait pas. Donc il était tout le temps avec son stéthoscope pour écouter les battements cardiaques. Il dit, mais docteur, pourquoi vous ne n'abrandez? Il dit, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'était un don d'une des coopérations qu'on a eues. Non, mais avec des dons pareils, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas utiliser? Et puis on sait qu'il y a la télémédecine aujourd'hui où on pourrait avoir des échanges avec d'autres médecins spécialistes. Oui, ce serait justement... Des opérations se passent même justement en télémédecine aujourd'hui. Oui. Moi-même, tout le temps, je reçois des coups de fil de la famille, des amis, des collègues même, dans mon domaine. Par exemple, le cancer de la prostate. Et comment ça se passe, comment il faut soigner, lorsqu'il y a des récidives, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, on pratique déjà de façon informelle cette télémédecine, mais les pouvoirs publics pourraient organiser cela avec l'appui de leurs spécialistes de l'étranger. Ce sont toujours tous ces enfants camerounais. Oui, des subventions aussi. Hein? Oui. Et je pense que la plupart seraient vraiment prêts à sacrifier quelques heures par semaine pour pouvoir faire partie d'un tel programme. Et vous le faites déjà? Mais à titre privé, puisque tout le temps... ce n'est peut-être pas contraignant et peut-être coûteux. Non, c'est une passion. Bon, c'est une passion. On ne le fait pas seulement pour de l'argent ou pour la gloriole, mais justement parce qu'on a envie d'aider des gens qui sont en détresse, qui ont vraiment besoin d'un secours, d'un soutien. Oui, on voit au Cameroun aujourd'hui des localités qui ont justement un plateau technique assez développé, mais il n'y a pas de médecins justement pour essayer d'aider les populations, les patients, et qui sont souvent, la plupart du temps, abandonnés. Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Est-ce qu'il y a une solution à cela? Là, pratiquement, il faut retourner la question aux politiques et à ceux qui organisent
ces affectations Oui. et ces créations de structures. Parce que Mm. il pourrait, on pourrait théoriquement, lorsqu'on crée ces structures-là, penser à tous les éléments qui pourraient, qui pourraient rendre agréable le séjour du médecin dans le lieu. Parce que lorsque j'ai eu à discuter avec plusieurs, mais pourquoi est-ce que tu ne pars pas là-bas? On dit non, non, non. D'abord, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école pour mes enfants. Et, euh, et Mais la certains notion du sont sacrifice il y a disparu chez les médecins oui, camerounais. peut-être ça c'était des histoires de l'époque. De nos jours, le médecin, il a aussi des factures à payer, il a des enfants envoyés à l'école, et voilà. Donc, il a une petite famille à charge. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on implémente une structure quelque part, moi, je me dis qu'il faut peut-être penser à tous ces éléments-là qui agrémenteraient la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on part tous part dans les grandes villes. Oui. Il y a des Douala surtout pour se faire beaucoup d'argent. Ben, c'est ce que les collègues me racontent. Dans la médecine aujourd'hui Donc, au Cameroun est beaucoup plus basée non, ce n'est pas ça. sur Donc, les gains, c'est ce il que faut vous êtes en pas. train de dire. Non, je sais pas ce que je dis. Je dis juste parce que là, il y a une plus grande population déjà, et il y a aussi des gens qui sont aussi capables de se payer ces soins-là. D'accord. Donc, c'est dans ce sens que je l'ai dit, sans polémique. Oui, on parle du bien-être des médecins camerounais. Alors, on va continuer cette conversation. Oui, Sans plus tarder, nous allons accueillir Nadège Huguin qui a les questions pour vous et les questions qui viennent des internautes. merci. Alors, nous accueillons maintenant Nadège Huguin qui va justement s'entretenir avec notre invité. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Bienvenue. Hein? Merci. Alors, je te laisse les soins de pouvoir peut-être un peu essayer de charbonner notre invité. Hein? Bonsoir Monsieur Anderson Kwechi. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Non, je me porte très bien. Et votre séjour au Cameroun? Très court, très chargé. Comment se porte Bameka? Ah, bah, ok. Oui, Bameka, c'est le village d'origine de mes parents. Je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de m'y rendre au vu du court séjour assez chargé. Mais avec les informations que j'ai de la famille, il se porte bien et je me dis que le reste de la communauté également. D'accord. Alors, vous Oui. allez répondre par oui ou non aux Oui. questions proposées par nos internautes. D'accord. Bien évidemment, appréciez certaines questions. Ok. C'est bon le principe. Le Covid-19, une réalité au Cameroun. Oui. Oh oui. L'Afrique peut-elle vaincre cette pandémie? Bon, de toute façon, on est assez bluffé par l'hécatombe qui a été annoncée en 2020.
concernant l'Afrique. Parce que lorsqu'on voit les chiffres qui sont officiellement publiés par les différents pays africains, le taux de mortalité n'est pas si élevé que cela. Donc on se pose plein de questions en Europe pour savoir comment est-ce qu'on peut le comprendre. Parce que quand je passe partout, même là actuellement au plateau, personne n'a son masque ou bien son cache-nez comme on le dit ici. Et c'est la chose qui m'interpelle. Et à contrario en Europe, ça c'est pas possible. Partout il y a des masques, partout on parle de saturation au niveau des hospitalisations, de morts, de soins intensifs, de détresse respiratoire, etc. En fait, il y a certaines explications qui sont données, mais il y a plein de controverses là-dessus. Je pense que le Covid peut être vaincu. Moi, particulièrement, là, c'est en tant que personne et non en tant que représentant des différentes structures que je représente. Je me dis que l'erreur, très tôt, a été déjà de trouver uniquement, de se concentrer uniquement sur la prévention, sur le vaccin, et qu'on n'a pas développé des traitements. Bon, ça c'est malheureusement ce qui s'est passé jusqu'à présent en Occident, parce qu'au Cameroun au moins, les pouvoirs publics très tôt ont validé certains protocoles locaux de traitement. C'est-à-dire lorsque quelqu'un était infecté, immédiatement on a pratiqué un traitement. On n'a pas attendu que des symptômes assez sévères comme des détresses respiratoires se manifestent pour agir. En Europe, on dit de prendre du Doliprane, donc du paracétamol, lorsqu'on est infecté, jusqu'à ce que des symptômes se déclenchent et parfois il est trop tard. Non? Je me dis que l'Afrique peut la vaincre. C'est vrai que c'est des zones endémiques en termes de malaria. C'est ce que les Européens disent pour se dédouaner, qu'on prend plein d'antipaludiques, etc. Et c'est peut-être pour cela que cette explosion tant entendue n'a pas eu lieu. D'accord. Avons-nous des médecins qualifiés et des centres équipés au Cameroun? Nous avons des médecins qualifiés. Nous avons également des centres qualifiés. Le gros problème, c'est la répartition et le bon ajustement entre ces deux composantes-là. Parce qu'il y a cette disparité géographique, parce qu'on vient de construire 8 nouveaux centres de référence, hôpitaux régionaux de référence dans les autres provinces, aussi en vue de la CAN. Bon, est-ce que les spécialistes de renom, tels qu'on les a à Yaoundé ou à Douala, on les trouverait également là-bas, partout? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que cette disparité se fait voir au quotidien. La plupart des gens migrent toujours vers Yaoundé ou Douala, pour ce qui est du Cameroun. Les ONG jouent-elles véritablement leur rôle en Afrique? Bon, les ONG, en général, je suis assez critique. Je dirige moi-même une ONG. En fait, l'idée des ONG purement occidentales a favorisé cette idée d'assistanat chez les receveurs de l'aide. Alors que l'approche de Help Now, quand j'ai commencé, c'était d'aider les gens à se prendre eux-mêmes en charge. Ça veut dire, on dit que pas tout le temps voir des gens qui commandent, qui disent oui, on veut des dons en médicaments, on reste là. Mais non, mais pourquoi ne pas, comme l'exemple de l'Inde, amener cette technologie, construire des industries de pharmacie qui produisent, parce que 75% des médicaments dans le monde ont perdu leur patente. Ça veut dire qu'au Cameroun, on peut les produire. C'est ce qui fait la force de l'Inde, du Maroc, pour ne citer que ces pays du Sud. Donc, au Cameroun, on peut le faire. On peut ouvrir le marché, fabriquer la plupart des médicaments, 75% environ, et c'est possible. Il n'y a plus de patente. Donc, ça, ce serait par exemple une approche pour être de plus en plus indépendant et ne pas se laisser aller dans l'assistanat et croire que c'est les autres qui ont le savoir, c'est les autres qui ont l'argent, c'est les autres qui ont tout. Et nous ne sommes là que ceux-là qui doivent consommer et recevoir. Donc, il y a là un paradigme qu'il faut
je pense à mon humble avis, essayer de casser déjà par l'éducation. Tout se passe de toute façon par l'éducation, parce que nous inculquons à nos enfants déjà. D'accord. Le centre de santé intégré de Djoud serait-il oublié ou abandonné par l'État? Bon, j'y ai été, j'ai eu à faire même plusieurs dons. Djoud, c'est un village qui fait partie du groupement Bameka, dont le village d'origine de mes parents. Il y a là-bas à la tête un infirmier chef. Bon, ce qui se passe, c'est que les populations rurales sont assez pauvres parce qu'il n'y a pas d'activité génératrice d'argent, s'il faut le dire terre à terre. Bon, c'est ce qui explique que plein se rabattent dans la médecine traditionnelle et abandonnent ces sandines de pâte lorsque le cas est assez compliqué. Bon. L'État n'a pas abandonné, il y a des fonctionnaires qui y travaillent et qui sont assez dévoués d'ailleurs. J'ai été très agréablement surpris. Mais effectivement, il y a une sorte de... Je dis pas, peut-être il faut à chaque fois revisiter les politiques qu'on a et les réadapter aux besoins de l'heure. Effectivement, la façon dont ces centres sont fournis en médicaments et autres sont de ce côté-là, il y a des efforts à faire pour changer la donne. Mais le gros problème, c'est ce que Madame Pareil Odile, ce qu'on a évoqué au départ, c'est ce manque de couverture universelle. Quand quelqu'un n'a pas d'argent et l'hôpital est vide, on n'y va pas. Parce que lorsqu'on arrive, on dit qu'il faut le consultation, il faut payer. Si même ce n'est que 3 000. La maman du village, elle n'a pas cet argent-là, forcément. Donc, je pense que ce sont ces choses que la couverture universelle pourrait prendre pour qu'on assure au moins les soins de base. Oui, pour éviter ce genre de problème. Docteur Anderson, comment comprendre que nos dirigeants se font soigner à l'extérieur? Est-ce un manque de confiance? Bon, là, vous me posez une question très délicate. Et au travers de mes multiples casquettes, il m'est vraiment difficile. En tant que militaire, déjà, j'ai un certain droit de réserve. Et encore moins ici au Cameroun, je ne peux facilement me prononcer sur ce qui se passe. Mais en fait, en général, il y a un problème global en Afrique, particulièrement l'Afrique francophone, que je connais mieux. Tout cela est lié à la politique de santé qui a été inculquée dès le temps de la colonisation au début des indépendances. À savoir que, ici, vous faites de la médecine primaire, mais lorsque ça devient compliqué, on part en métropole, on part chez le colon, qui connaît tout, qui a tout ce qu'il y a de meilleur. En fait, si on voit le Rwanda a réussi quand même à changer la courbe et cherche évidemment pour ce tourisme médical à construire, à faire venir tous les aspects. Il y a des Camerounais très chevronnés qui sont invités tout le temps au Rwanda pour apprendre aux Rwandais la médecine de haut niveau. Et bientôt, parce que les gros consommateurs de ces évacuations sanitaires, il y a les Congolais, il y a des chiffres qui le montrent, Congo, Nigeria, nos voisins proches, qui partent beaucoup à l'étranger, pas seulement en Occident, mais en Inde notamment. Donc, c'est à nous peut-être de voir cette ouverture-là et de faire vraiment appel à notre diaspora médicale. D'accord. Oui. Donc, combattre les faux médicaments au Cameroun. Bon, là, ça c'est encore un problème. On a des structures notamment qui sont là pour réguler cela. On a pour la distribution, la Sénamé, on a le LANACOM, en fait, qui est là pour la qualité du médicament, qui doit contrôler la qualité des médicaments. Là, actuellement, je ne sais non pas si le plateau technique du LANACOM lui permet réellement de contrôler la qualité du médicament. Là, je ne peux pas trop me prononcer, mais normalement, si donc bon, ce qu'on voit déjà, c'est que de temps en autre, il y a des contrôles
qui se font dans les marchés, parce qu'on sait, avec le bouche à oreille, où se trouvent dans les marchés les lieux, on peut trouver des médicaments où il y a beaucoup de contrefaçons et de faux. Ils sont régulièrement saisis et détruits, mais je pense qu'à la base, tout vient au niveau de nos institutions étatiques qui sont chargées du contrôle de la qualité du médicament. Là, je ne peux malheureusement pas trop me prononcer parce que je ne vis pas ici au Cameroun. D'accord. Oui. Lors de l'exercice de vos fonctions, il vous est déjà arrivé d'être soudoyé par des tiers pour des faux témoignages, par exemple? Bon, est-ce que vous pouvez bien préciser, donner un exemple? C'est une question des internautes. Être soudoyé. Par des tiers pour faire un faux témoignage. Bon. Déjà, bon, pour ce qui est du Cameroun, je n'exerce pas ici de façon officielle. Donc, je suis juste là en appui pour donner des conseils et autres. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas eu ce genre d'expérience directement. En Allemagne, c'est quasi impossible. Du moment où je fais un faux témoignage, je perds, bon, si je peux le dire ainsi, ma qualification à être médecin. On me le retire, c'est le juge qui va le faire et je ne pourrai plus jamais exercer comme médecin. Ça existe quand même dans votre métier? Bon, ce qui est sûr, c'est ce qu'on voit actuellement en Allemagne avec le vaccin obligatoire. Il y a plein de médecins qui ont pris sur eux de faire de faux passes sanitaires. Pas nécessairement moyennant de l'argent, mais par idéologie. Ils ont dit non, ils sont contre cela. Ils ne vaccinent pas. Donc certains ont mis du soluté de sodium au lieu du vrai vaccin et ont signé. Donc ça, c'est du faux. Et certains ont dit faux passe. Là, en Allemagne, ils donnent jusqu'à 5 ans de prison. Ils sont assez stricts avec cela. En général, il y a toujours quelqu'un qui dénonce. Quel regard avez-vous sur l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035? Bon, ce sont plusieurs pays, le Rwanda et autres. Et dans le cas du Cameroun? Oui, bon, parce que le Cameroun n'est pas, ne vit pas sur une autre planète. Bon, parce qu'on est quand même en Afrique et à l'horizon 2035, nous sommes en 2021, donc encore 14 ans. Bon, pour atteindre ces objectifs, il y a beaucoup de travail à faire. La Chine a eu son essor en 25 ans. Quand elle a fait tout verrouiller, la Chine, le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est en 25 ans qu'elle a atteint. Bon, on voit encore qu'il y a beaucoup à faire. Certes, il y a des efforts qui se font ça et là, dans beaucoup de domaines, mais il y a excessivement, pour qu'on l'atteigne réellement, il faudrait vraiment que les efforts soient davantage visibles, notamment même avec cette jeunesse. Parce que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20-30 ans. Donc il y a beaucoup de facilités qu'on recherche, beaucoup de raccourcis. Et c'est pas avec cette mentalité qu'on pourra atteindre cet objectif noble. Non? Mais c'est possible si les gens se mettent résolument au travail et changent de mentalité. D'accord. Pour sortir, quelle alternative idéale pour un retour imminent de la paix dans le Nozo? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, alors là, ça c'est une question assez délicate. Normalement, c'est une question qu'il faut renvoyer aux politiques. Vous êtes patriote? Oui, je suis un citoyen comme tout le monde. J'aime beaucoup le Cameroun. Je me dis que en tant que citoyen lambda, comme toute autre personne, ce qui incombe, c'est de faire tout. Lorsqu'on est dans une famille, il y a des problèmes. C'est-à-dire, on renvoie ça à la famille parce que nous, Africains, on a notre propre culture. Avant de copier tout bêtement ce que les Occidentaux ou d'autres peuples font. Et lorsqu'on a un problème, il y a les palabres, on s'assoit et en général on se réconcilie. Ça veut dire un dialogue franc entre les différentes parties. Et je me dis que si cela se fait de façon sincère, bon, quand on dit dialogue, ça veut dire des compromis qu'on peut faire, ça veut dire
beaucoup aussi d'humilité, ça veut dire cette soif à rechercher que la paix règne à nouveau, que le vivre ensemble soit à nouveau une réalité. Pour ce faire, il y a beaucoup de courage qui est exigé des différentes parties, que ce soit de ceux qui sont entrés en rébellion que pour les gouvernants. Docteur Anderson, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci. Merci Nadège d'être passé et puis passe un bon week-end déjà. Bon week-end. Voilà, merci. Nous allons continuer avec le docteur Anderson, avec le concours de la régie. Nous allons reprendre l'invité. Sur la personne. Ok. Nous sommes de retour donc sur Info Télévision. Voilà, nous sommes avec le docteur Anderson Kweche qui a répondu aux questions déjà de Nadège Vugang. Alors ça s'est bien passé avec Nadège? Oui, j'espère parce qu'elle avait des questions quelque peu corsées et qui m'ont amené à mes limites. Non, on n'a pas besoin d'être limité sur Info Télévision. Oui. Vous êtes bien sûr. À vous la parole. Alors, on va parler de Covid-19. On revient déjà au Covid-19. Vous avez parlé de médecine traditionnelle améliorée. Que pensez-vous de la médecine traditionnelle améliorée? On parle beaucoup plus de médecine traditionnelle, locale. D'accord. Donc, en fait, je suis contre ces qualificatifs lorsqu'on parle de médecine traditionnelle et autres. Je pense qu'on devrait parler de médecine africaine. Non, au même titre que la médecine chinoise, la médecine occidentale. Parce que nos aïeux, on vient quand même de quelque part, on avait des sciences, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, ils avaient une certaine maîtrise de la science, bien que le colon a voulu faire croire le contraire. Donc, et ce savoir a été transmis, bien sûr, de façon orale. C'est pour cela que peut-être on ne le prend pas très au sérieux dans l'hémisphère nord, mais cette médecine africaine doit être normée. Même la spécificité camerounaise, on peut la normer, on peut créer même un ordre où cela est présenté de façon très scientifique, élaborée selon les régions, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qui manquent, même dans la médecine, les centres anti-poison, parce qu'il y a tellement de trucs qui manquent ici au Cameroun. Pour un petit oui, on peut mourir, tout simplement parce que le savoir que nos parents nous ont légué n'a pas été retranscrit dans des livres, par exemple. C'est ce que les Européens font. Il n'y a rien d'autre. Beaucoup d'éléments de la médecine occidentale proviennent du savoir de leurs aïeux. D'accord. Les sirops qu'on prend dans les pharmacies, il y a plein de sirops, c'est de l'eucalyptus, ou bien c'est des plantes traditionnelles européennes. Nous, on a la même chose, mais c'est à nous de prendre ce savoir-là, et on a la possibilité de le faire. Nous avons des enfants à l'extérieur qui peuvent nous accompagner à cela pour mettre cela sous cette forme. Déjà, contre le Covid, on a vu plein de protocoles de Monseigneur Cléda, il y avait les corocures et autres. Mais évidemment, ça c'est magnifique. Nous-mêmes Mais le ministère de la Santé a homologué certains médicaments comme accompagnateurs, c'est-à-dire adjuvants. Oui, malheureusement, c'est le cas parce que l'OMS a certains critères qui définissent ce qu'on peut appeler médicaments. Voilà. Donc, du coup, c'est assez strict. Et selon les normes internationales, certains de ces médicaments, en fait, traditionnels, entre guillemets, ne peuvent pas être appelés comme tels. Donc, on va parler de suppléments, adjuvants, etc., nutritionnels et autres. Vous pouvez utiliser la médecine traditionnelle améliorée aujourd'hui?
Oui, mais moi, je le fais. Hein. Ah, vous le faites déjà? Mais qu'est-ce que vous croyez? Nous, lorsqu'on vient ici, c'est vraiment le paradoxe. On puise également aussi ici. Hein. On prend plein de, 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 de choses, que ce soit ce qu'on appelle communément ginger et autres. Le Ben, gingembre, ouais. le gingembre, on prend ça. Il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas en Europe. Lorsqu'on est en hiver avec des grippes, ben on retourne à ce qu'on connaît bien, du gingembre, du citron, du miel, etc. Ok, en parlant Et de c'est Covid assez aujourd'hui, pur. on parle de Covid-19 en Afrique, le Oui, traitement, la pandémie et puis la lutte oui. contre le Covid-19. On a une panoplie déjà de vaccins qui ont été proposés Oui, oui, au Cameroun déjà, qui n'est pas obligatoire. oui. Néanmoins, est-ce que vous êtes pour la vaccination? Bon, à titre personnel, je me dis que chaque être doit décider de s'il doit se faire vacciner ou pas. Ça, c'est à titre personnel. Mais moi, je suis dans le secteur de la santé. Il y a depuis quelques jours l'obligation de se faire vacciner. Au Cameroun ou bien Non, c'est en en Occident? Europe, en Ah, Allemagne. d'accord. Bon, pour ce qui est du Cameroun, le Cameroun ne vivant pas sur la planète Mars, elle est coincée également à plein d'aléas internationaux. Donc, je me dis que ce sera assez compliqué pour nous, par exemple, d'aller à l'étranger, en Union européenne par exemple, notamment, sans se faire vacciner. Ils ne l'accepteront pas, puisque c'est quasi obligatoire aux Oui. États-Unis. Donc, déjà, rien qu'à cause de cela, il y a une certaine obligation à le faire. Mais, comme je le dis, ça c'est une décision qui doit rester personnelle, parce que je l'ai vu moi-même à l'hôpital, parce que à un moment de cette pandémie, euh, euh, j'ai vu que plusieurs de mes malades étaient contaminés et ils étaient pleinement vaccinés. Donc, à la fin, on se demandait, mais ça protège comment? Le gros problème qu'il y a, c'est que certains de ces vaccins sont encore dans la phase d'expérimentation, surtout celles avec des nouvelles technologies. On le sait, hein, D'accord. ça part jusqu'en 2023 pour certains. Donc, du coup, c'est normal que certains aient certaines appréhensions. Bon, le problème aussi, c'est que les autorités politiques sont obligées de rechercher des résultats. Donc, quand je vois les Occidentaux, ils disent, mais non, voilà, il faut absolument vacciner. En fait, ils sont dans l'obligation de montrer à la population qu'ils font quelque chose. Notamment, voilà, qu'on ne regarde pas les bras ouverts et on se dit, voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, là, bon. Mais oui, déjà au Cameroun, il y a quelques jours, je peux dire il y a une journée, Oui. la CAF, la COCAN et puis la Voilà. FECAFOOT a fait une conférence de presse. Tous les téléspectateurs, les amoureux du football et même les journalistes devraient automatiquement se vacciner Voilà. pour participer Voilà, à la c'est couverture justement totale. parce que nous vivons dans un village planétaire. Oui, Il y a eu 2 ou 3 semaines une rencontre des présidents des clubs, des grands clubs européens. oui. Donc, le porte-parole, c'est le président du PSG, pour ne pas faire de publicité, qui a commencé à dire qu'ils ont certaines appréhensions par rapport à la venue de leur star à la CAN. Hein? Parce qu'il y a de nouveaux variants, le Omicron, etc. Voilà. etc. Et ça commence là. Donc, du coup, ils mettent sous pression la CAF. Oui. Et la CAF est obligée de réagir en montrant sa bonne volonté, en imposant le vaccin pour l'accès au stade. Oui. Donc, c'est malheureusement les aléas. Vous voyez, on gère la crise différemment. En Europe, c'est la psychose. Et en Afrique, ils voient les choses de façon beaucoup plus légère et décontractée. Oui, il y a moins de contamination quand même. Vous l'avez cité en début d'émission. Oui. Alors, l'émission étant interactive, nous allons prendre quelques questions de D'accord. téléspectateurs. Bonsoir, professeur. Pourquoi les jeunes hommes souffrent de plus en plus de maladies liées à l'urologie? Les jeunes hommes. Oui, c'est ce qui a été écrit là. Bon, alors voilà ce qui se passe. L'urologie en soi, c'est une spécialité qui s'occupe de l'appareil urogénital, c'est-à-dire les reins, les urétères, la vessie et chez les hommes, leurs organes génitaux. Et un organe en particulier, et celui qui fait plus de problèmes, c'est la prostate.
Donc, c'est un organe qu'on ne trouve que chez l'homme. Parce qu'à partir de l'âge de 40 ans, en général, elle commence à prendre en volume. Elle prend en volume et elle crée ses problèmes. Ça veut dire qu'on part plusieurs fois la nuit aux toilettes pour faire pipi. Donc, et lorsqu'on ne dit rien, ça se développe jusqu'à un certain blocage. Chez certains, c'est assez rapide, chez d'autres, c'est lent. Et la deuxième problématique chez la race noire, ça c'est dans notre race, c'est le cancer de la prostate. D'accord. Donc, les noirs ont plus tendance à attraper le cancer de la prostate. Donc, en fait, les chiffres, si on regarde très bien, ils ne sont pas, il n'y a pas une recrudescence de ces maladies-là. Ils ont toujours existé. C'est que de nos jours, avec les moyens de communication qu'on a et le fait que les tabous tombent, les gens sont de plus en plus ouverts et parlent de ces cas-là. Il y a la télé, il y a Internet, il y a les WhatsApp, les groupes Facebook, etc. Et ça devient de plus en plus public. On pose la question aussi, les femmes souffrent-elles aussi de cette maladie? Les femmes, le problème que les femmes ont le plus en urologie, ici au Cameroun particulièrement, il y a les problèmes d'incontinence urinaire. Par exemple. Il y a aussi les femmes qui ont très régulièrement des infections urinaires, ça c'est ce qu'on voit régulièrement. D'accord. Et il y a aussi également les problèmes de fistules. Non, pour les jeunes filles surtout, qui accouchent très tôt, à 12 ans, 11 ans, il y a des déchirures qui se font et il y a donc des... les mariages précoces ne sont pas préconisés. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, peut-être on peut se marier tôt, mais pas accoucher trop. D'accord. Non, parce que, voilà, des déchirures se font et des fistules se forment. Mais heureusement qu'ici au Cameroun, nous avons des collègues chevronnés qui sont les meilleurs en la matière, qui savent faire des opérations de reconstruction. Donc, ils savent très bien opérer ces fistules-là. D'accord. Nous allons prendre une question. Bonsoir, docteur. Pourquoi n'a-t-on pas assez d'appareils de dialyse au Cameroun? Bon, là, il faut demander aux politiques. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui cause ces problèmes de blocage de reins, s'il faut parler terre à terre. D'accord. Déjà, les faux médicaments qu'on prend au bord de la route, plusieurs détruisent les reins. Le manque d'eau. Bon, si déjà on ne boit pas assez d'eau, et avec des pays où il fait chaud et on transpire tout le temps, on perd donc de l'eau aussi par transpiration et autres. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails très, très techniques et médicaux. Oui. Le manque d'eau et autres, on provoque des calculs rénaux, donc des cailloux qui se forment dans les reins et qui provoquent des blocages. À la fin, on détruit ces reins, les mauvais produits, ou alors des traitements très lourds, comme certains traitements de tuberculose à la fin, ou alors des maladies comme le diabète mal traité, ou même de tension artérielle mal contrôlée, ou même pas connue, qui provoquent cela à la fin. On a des insuffisances rénales aiguës et il faut donc la dialyse. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de la prévention d'abord dans notre pays. Il faut d'abord que les gens soient sensibilisés et sachent même qu'est-ce qui provoque cela, que d'arriver à cela. Alors pour la dialyse n'est pas la seule panacée pour réguler ce problème-là. Déjà, on n'a pas assez de spécialistes en néphrologie. C'est la spécialité qui s'occupe des problèmes d'insuffisance rénale. On n'en a pas assez. Non, il y a encore quelques années, il n'y avait qu'une seule spécialiste à Yaoundé qui partait aussi à Douala. Donc, et ça, c'est un problème. Donc, il n'y a pas assez de néphrologues déjà. D'où l'importance de dire aux 1000 médecins qui sont en Occident de rentrer en France, de rentrer à Paris. Seulement à Paris. D'accord. Nous allons souffler un peu et prendre quelques images dont vous pourrez donner vos avis. Merci. Voilà, avec l'équipe, le concours de la régie, on peut avoir la première image. Oui. André Rajoelina. Oui, c'est le président malgache, très jeune, assez déterminé, et qui a fait beaucoup parler de lui au début de la crise du Covid avec le produit malgache. Et en fait, il représente cette jeunesse africaine qui est décomplexée par rapport aux partenaires européens.
Nous allons passer à la seconde image. Wole Wole Soyinka. Soyinka. Oui, prix Nobel de littérature, le papa de la trigritude. Oui. Donc, je pense que vous faites ça exprès. Ce sont des modèles à moi. Je ne sais pas comment vous Non, avez on fait. étudie les invités. Oui, Hein. donc c'est notamment avec son concept de trigritude. Il faudrait donc comprendre que l'Africain ne doit pas toujours subir, mais également activement rechercher à prendre son destin en main. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit lorsque je le vois. Oui, Wole Soyinka qui justement continue de lutter pour le panafricanisme. Oui. Nous allons prendre l'image 3. Chicken Jaffa Koli. Bon, là... C'est un chanteur de reggae ivoirien qui lutte justement pour la préservation des valeurs africaines, entre autres, Bon. qui justement s'est fait remarquer avec ses chansons un peu assez dures et puis rudes. Donc, un peu dans le genre d'Alpha Blondy. Voilà, exactement. Bon, personnellement, je ne connais pas sa musique, mais justement, si c'est dans la même ligne reggae et genre Alpha Blondy, ça montre, c'est une forme de protestation contre tout ce qui est toujours dicté de l'extérieur, donc qui n'est pas forcément adapté à nos réalités. D'accord. Nous allons prendre dans l'image suivante. Winnie Mandela. Oui. Oui, Winnie Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, l'épouse de Nelson Mandela jusqu'à sa libération de 27 ans de prison. C'était pour moi le symbole du courage et de la fidélité d'une femme qui est restée auprès de son mari malgré tout ce qu'on a eu à dire, même par la suite. Bien sûr, il y a eu d'autres vérités qui sont sorties, que je ne peux pas relater ici, parce que il y a plein de polémiques que ça a soulevé. Pourquoi le divorce avec Nelson Mandela, etc. Je n'y étais pas, j'étais de toute façon plus jeune, mais je retiens cette force en tant que femme à combattre auprès de son mari et rester fidèle à ségrégation raciale, jusqu'à la chute de ce système. Elle-même aura fait à la prison, je pense, Winnie Mandela aussi, à un moment donné, qui a été arrêtée sur plusieurs fois. Mais ça prouve que les systèmes de domination qu'on subit ne sont pas éternels. Hein. Voilà, on voit que les Sud-Africains, ça a marché. D'accord. Bien sûr que le contexte géopolitique s'y prêtait. Oui, on sait que vous êtes géopolitique aussi. Hein. Oui, oui. Voilà, nous allons passer à l'image suivante. Oui, le maréchal Idriss Déby Itno. Je n'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité de le connaître personnellement, mais je suivais souvent ses interventions de très près. Il a beaucoup intervenu dans le G5 Sahel, par exemple. Oui, c'était... Il a aidé le Cameroun et la région. À un moment, lorsque Boko Haram, au fort de la crise contre Boko Haram, ce que je retiens de lui, c'était un soldat pur et dur dans l'âme et un symbole de courage, parce que jusqu'à la fin, jusqu'à son décès lors des combats qu'il y a eu lors de la dernière rébellion, il tenait à aller lui-même au combat. Il a montré, comme les anciens grands généraux qu'on connaît de l'Antiquité, que lorsqu'il le chef lui-même, le grand général, se place devant. Voilà. Il n'envoie pas seulement ses troupes et donne des ordres dans un bureau. Il est lui-même au front. Donc ça, c'est un symbole de courage ultime et c'est inspirant. D'accord. Nous allons prendre l'image suivante. Whitney Houston. Ah, Whitney Houston, pour moi, c'est mitigé. D'un côté, l'ascension fulgurante d'une noire américaine, je précise bien une afro-américaine, comme ils le disent, mais aussi la déchéance lorsqu'on a de mauvaises compagnies, où elle a sombré avec son compagnon qui l'a entraîné. Je ne voulais pas citer le nom,
je veux pas me faire Mais ce attaquer sont par des lui. artistes, c'est Donc, des du personnalités coup, publiques aussi. la hein. drogue, et elle ne s'en est pas sortie pour à la fin mourir d'overdose. Donc, c'est tragique. C'est une fin tragique. C'est pas l'exemple qu'il faut suivre. Donc, et ça donne juste l'exemple de savoir choisir son entourage et avec qui marcher. D'accord. On va passer après la légende à une autre image. Ah, Oprah. Oui, ça c'est le symbole d'une femme qui a osé dans un pays, bien que les lois ségrégationnistes aient été abolies dans les années 60, qui a osé et qui est devenue multimillionnaire aux États-Unis et qui a son mot à dire dans tout ce qui est entertainment aux États-Unis. Oui. C'est l'une des femmes les plus afro-américaines, les plus en vue, les plus riches aussi, qui œuvre aussi même en Afrique du Sud, même en Afrique australe, qui aide les jeunes filles à aller à l'école. Elle a créé beaucoup de centres, oui, effectivement. Et elle écrit déjà beaucoup de livres. Et justement, avec ses revenus, elle aide les jeunes filles à aller à l'école. D'accord, non, ça c'est le modèle à suivre. L'éducation, c'est la clé du succès pour tout individu, que ce soit pour les femmes, pour les jeunes garçons. Et on va prendre la dernière image. Ah, Abdoulaye Wade. Alors là où je suis très embarrassé. Bon, Abdoulaye Wade, bon, on a vu, il a été un opposant radical, hein? Radical et historique en Côte d'Ivoire déjà. Au Sénégal. Au Sénégal, lui. Pardon, au Sénégal, autant pour moi. Et puis, grâce au jeu démocratique, il se retrouve au pouvoir et malheureusement à la fin a des difficultés à s'en détacher. Donc c'est un peu c'est un peu ce que je retiens à titre personnel du personnage, mais c'est une imminente tête. Il est c'est pour moi un érudit, plusieurs diplômes, et très calé dans ces domaines. Mais il aura marqué son histoire avec son endurance en tant qu'opposant avant d'arriver au pouvoir. Écoute, nous avons fait le tour des images et puis des représentations de personnes africaines et puis qui ont marqué leur temps. Nous allons prendre une question. Bonsoir à vous, docteur. S'il vous plaît, le médicament traditionnel a une conséquence dans le corps. S'il vous plaît, expliquez-moi. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire. Il voulait savoir si le médicament traditionnel peut avoir des conséquences peut-être après l'ingurgitation. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que il faudrait donc différencier. Quand on parle de médicaments traditionnels, premièrement, c'est quel genre de médicaments, ça soigne quoi, et est-ce qu'il y a une certaine expérience avec ce médicament. Donc, il y a plein de médicaments que la grand-mère ou la maman au village connaissait déjà et qu'elle donnait. Il y a plein de petits trucs contre la dartre et tout ça, même les hépatites. J'ai eu à voir quand j'étais plus jeune ici au Cameroun. Il n'y a pas nécessairement d'effets secondaires qu'on a eu à voir. Je me dis juste que cela doit être encadré et organisé. Donc les pouvoirs publics devraient... Bon, c'est vrai qu'il y a des associations pour la médecine, la pharmacopée traditionnelle, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir de façon scientifique et de façon ordonnée répertorier ce qu'on a ici sous le label de la médecine africaine ou camerounaise, connaître les dosages et voir comment on peut transformer ces médicaments sous forme de sirop, même de suppositoire, comme les autres nations le font. Hein. D'accord. C'est possible de nos jours. D'accord. Ouais. Avec le docteur, il y a toujours, monsieur Anderson, il y a toujours de l'espoir. Hein. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes aussi déjà géostratège, vous êtes lieutenant, on n'a peut-être pas parlé de cette, cette qualité. Pouvez-vous nous dire un peu en quoi consiste votre rôle en tant que lieutenant, colonel? Donc, alors, mon passage dans l'armée, c'était juste un pur hasard. Hein. Un pur hasard. Hein. Voilà.
Donc, lorsque j'étais... Donc, c'est un titre honorifique. Non, 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 je dis mon engagement dans l'armée ne s'est pas fait, voilà, de façon, disons, voulue dès le départ. J'ai pas fait un concours quelconque. Je ne suis pas entré dans une école militaire comme à l'EMIA ici, dès le départ. Non. C'est lorsque j'étais spécialiste, je cherchais un nouveau poste, un nouveau challenge comme spécialiste, comme chirurgien urologue. Alors, je suis tombé sur un de mes anciens profs de l'UNI. Et lui, il a, lors de l'entretien, il me fait comprendre qu'il est médecin colonel et qu'il est le directeur, le médecin chef de ce service d'urologie à l'hôpital central militaire à Koblenz en Allemagne. Et que vraiment mon profil est bon, il voudrait m'engager, mais la condition, c'est que je porte l'uniforme. J'ai dit, mais on va où là? Donc, la discussion s'est faite pratiquement sur un an, où il fallait effectivement donc, faire une formation militaire. C'était en 2011-2012, où donc je suis entré à l'Académie de la santé militaire à Munich, et pour sortir médecin commandant à l'époque. Donc j'ai eu à travailler à l'hôpital militaire et à aller sur quelques théâtres d'opération, notamment en Afghanistan. Et par la suite, après 5 ans, je suis devenu lieutenant-colonel et j'ai fait un deal avec l'armée. Comme il y avait la possibilité de faire des formations comme la médecine sociale et autres, et comme il n'y a pas assez d'intérêt pour l'armée comme ici au Cameroun, pour les jeunes, les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas entrer dans l'armée. Donc du coup, ils ont trouvé plein de formules où j'ai un statut actuellement hybride. Je suis civil et je suis militaire. Ça, c'est possible en Allemagne, avec l'obligation d'être au moins pendant 1 mois dans l'armée. Donc, c'est de 1 mois à 10 mois par an. Et dans ce cadre, ils m'ont nommé comme médecin du personnel dans la plus grande garnison de blindés dans la ville d'Augustdorf. C'est au nord de l'Allemagne, dans la zone d'influence britannique. Il y a encore une base britannique même là-bas, sous le couvert de l'OTAN. Oui. Donc, voilà, écoute, on sait que l'Allemagne a été divisée après le mur de Berlin qui a été cassé. Aujourd'hui, on parle des crises au Cameroun. On a la crise du nord-ouest et du sud-ouest, on a la crise à l'extrême nord. Vous, en tant que peut-être lieutenant-colonel, est-ce que vous pouvez appréhender peut-être une porte de sortie face à cette crise qui s'est vue? Bon, sincèrement, il m'est totalement difficile de me prononcer sur ce que je ne connais pas, sur le plan purement militaire. Là, je parle de purement militaire. Je suis un citoyen lambda qui suit les infos comme tout le monde dans les différentes chaînes de télévision, que ce soit étatique ou privé ici au Cameroun. Donc, je n'ai pas d'autres sources d'informations. Je n'ai pas d'informations ou de rapports de collègues ou de camarades camerounais. Je n'en ai pas. Mais, vu de l'extérieur, ce qui est sûr et certain, c'est que, et on l'a vu en Afghanistan, parce que j'avais le cœur déchiré lorsque j'ai vu les talibans reprendre la ville de Mazar-i-Sharif il y a quelques mois, là où j'ai officié 2 fois comme chef du département d'urologie de l'hôpital militaire allemand. Les solutions militaires ne suffisent toujours pas. Donc, il faut toujours essayer d'allier cela avec certains accords. Parce que lorsqu'on voit que les États-Unis quittent l'Afghanistan, 1 an déjà à l'avance, le président Trump avait ordonné des échanges secrets avec les talibans. Bon, le contexte est autre et les intérêts sont totalement autres. Différents, opposés. Ils sont totalement différents. Mais dans le contexte camerounais, il serait très très imprudent de dire quoi que ce soit, puisque de donner un avis quelconque. Mais vous avez quand même suivi le grand dialogue national qui a été organisé il y a 2 ans au Cameroun. Oui, j'ai suivi comme tout le monde sur Internet. D'accord. Oui, donc j'étais pas au Cameroun de toute façon. Non, c'est compliqué. Je ne suis pas ici, bon, et lorsque je vois les camarades, on parle pas de la crise. Donc, et c'est compliqué. Je ne peux réellement pas me prononcer là-dessus.
Oui, on voit bien que vous êtes un peu embêté de pouvoir parler de la crise qui sévit au nord-est et au sud-est. Parce qu'il y a Mais plein il y de a probablement camarades des qui solutions qui peuvent décèdent être... là-bas. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, Hein. c'est très difficile Oui. à vivre, à écouter, à voir même, puisqu'il y a des images atroces qui circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est très difficile de voir de jeunes camarades On va encore prendre une question. décédés. Pensez-vous venir vous installer au Cameroun et pratiquer votre spécialité? Oui, oui. En fait, absolument, parce qu'à un moment donné, on se rend à l'évidence, là en Europe, que on est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait atteindre. L'Allemagne, rien que pour l'exemple de l'Allemagne, elle a plus de 300 000 médecins. 300 000 médecins? Oui, 300 000. Pour une population de 83 millions d'habitants. Donc le ratio doit être un médecin environ pour 1000 habitants. Contrairement au Cameroun, où on avait encore des chiffres, il y a encore quelques années, d'un médecin pour 10 000 habitants. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Or, donc, ça veut dire que pour les urologues en Allemagne, on a 3000 urologues. Au Cameroun, on a à peine une dizaine. Ah, tout le Cameroun? Dans tout le Cameroun. Non? Et ils sont concentrés dans les villes de Yaoundé et Douala pour la plupart. Donc ça, c'est un problème. Alors, donc, à un moment donné, on se rend compte à l'évidence que nous ne sommes qu'un grain de sable dans la mer de l'autre côté. Puisqu'il y a tellement de spécialistes, c'est tout le temps on forme. Et le besoin se fait ressentir avec toute la compétence et l'ancienneté qu'on a de vouloir retourner. Oui. Le gros problème, il y a déjà ce pont qui s'est fait avec l'inscription au tableau de l'ordre des collègues de l'étranger. Ça, c'est déjà un pas. Mais je pense que il faudrait que les pouvoirs publics s'asseyent avec nos ordres, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les chirurgiens dentistes, etc., pour trouver les voies et moyens pour réintégrer tout ce know-how, ce savoir-faire qu'on a glané en Occident. Oui. Parce que ce sont des pertes inestimables que nous avons lorsqu'on voit tous ces grands professeurs. On a beaucoup de professeurs agrégés de médecine d'origine camerounaise à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, par exemple, pour ne citer que ces pays que je connais mieux. Et c'est une perte énorme. Lorsqu'ils partent à la retraite, ils sont là. Un médecin, a priori, peut travailler jusqu'à 90 ans, et s'il tient encore. Donc, la médecine, c'est toujours là. Donc, si on peut organiser cela, bien sûr, ça revient encore au ministère des Camerounais de l'étranger. Si ça est peut-être organisé, ça pourrait favoriser le retour contrôlé et ciblé de cette diaspora. Qu'on dise, ah tiens, voilà, on ouvre des postes, on a ouvert des hôpitaux régionaux à Garoua, Maroua, Ngaoundéré et tout ça, à Bertois. Voilà, s'il vous plaît, voilà, on voudrait tel spécialiste là-bas, et voilà vos attributions, et voilà les conditions qu'on a créées aussi pour vos familles. Bon, parce que la plupart veut rentrer avec sa famille. Bien sûr. Ouais, donc si, je pense qu'il peut avoir non, mais la question vous était adressée. Est-ce que vous pensez rentrer... Pour moi particulièrement, oui, évidemment. Donc, le cadre, ce qui est sûr, les enfants grandissent. Et lorsque les conditions favorables, notamment sur le plan familial, pourront se faire, parce que les enfants partent encore. Il y a certains à l'école primaire, au lycée. Donc, les systèmes ne sont pas les mêmes. C'est ça le gros problème. On n'a pas d'école. Bon, il y a des écoles internationales, mais les programmes sont totalement différents. Je crois que ça, c'est le gros... Mais là, vous êtes en train de remettre en question la formation au Cameroun? Non, je ne remets pas. C'est juste l'adaptation. Par exemple, pour moi qui vis en Allemagne, les enfants n'apprennent que tout en allemand. Oui. Il n'y a pas d'anglais, pas de français. C'est la langue propre. Et donc, ça veut dire pour les adapter au système, c'est vrai qu'à la maison, on leur apprend le français pour les francophones ou l'anglais pour les anglophones. Ah, vos enfants parlent quand même français? Oui, ils parlent couramment. Ils parlent la langue maternelle aussi? Non, très peu malheureusement. Parce qu'ils sont déjà coincés avec plusieurs langues. Et l'anglais, ils apprennent à l'école aussi. D'accord. Donc, et ça fait un peu beaucoup. Donc, du coup, pour beaucoup, c'est même le gros handicap. Ah, vous êtes polyglotte en fait? Oui, je parle plusieurs langues quand même.
Oui, voilà. Mais c'est normal, lorsqu'on est à l'étranger, on doit parler. Mais vous avez fait l'Afghanistan. On demande si vous allez rentrer ou ouvrir peut-être une clinique, je sais Oui, oui, pas. c'est un projet. J'avais le projet de faire venir un hôpital allemand au Cameroun avec le standard, le nord-allemand. Oui. Bon, sur le principe, c'est possible. Mhm. Il y a déjà des initiatives, comme notamment l'hôpital d'ophtalmologie de France, d'ophtalmologie qui a été créé à Aubac. C'est un ami qui en est le directeur médical. On se connaît depuis l'Allemagne. Oui. Ce serait possible sur ce campus, sur ce site. Oui. Mais le problème, c'était au niveau du financement. D'accord. Et pourtant, ça ne nécessitait même pas beaucoup. Hein. On parle là de Vous êtes 2 à la télé, milliards. les Hein, pouvoirs de publics 2 vous milliards. regardent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous arrivons Bon, déjà au terme de l'émission. Bon, voilà, ce que je pourrais dire, c'est que je souhaiterais davantage qu'il y ait beaucoup plus de dialogue entre les pouvoirs publics et les différents secteurs professionnels, notamment avec ceux qui exercent à l'extérieur. Parce que leur expertise est de nos jours souhaitée pour contribuer à l'essor de notre pays, notamment avec le noble objectif d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Donc, ça ne pourra pas se faire sans l'apport De la et diaspora. l'expertise de la diaspora camerounaise. Oui. C'est une richesse énorme que beaucoup d'autres pays africains Effectivement, durant n'ont le pas. grand dialogue national, quelques sommités de la diaspora ont proposé d'avoir un ministère entièrement dédié à la diaspora Oui, au Cameroun. oui, ce serait, à l'exemple du Mali, un grand pas en avant, si cela est structuré, organisé selon les secteurs d'activité, médecine, économie, ou je ne sais pas trop quoi, en liaison avec les différentes ambassades. On a des attachés culturels, on a des secrétaires d'ambassade qui peuvent justement être ceux-là qui encadrent les activités d'un tel ministère ou d'un tel secrétariat d'État auprès du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, mais avant de partir, nous avons une tradition ici. Oui. On sait que vous êtes originaire de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en votre langue maternelle, celle qui vous sied le mieux, justement devant les téléspectateurs, dire quelques mots, saluer la famille, donner un conseil En ma langue maternelle. Voilà, effectivement. Vous savez, j'ai fait plus de 25 ans en Allemagne. Mais essayez quand même. Hein. On ne Bon. vient pas, vous ne venez pas de nulle part, c'est votre identité aussi. Hein. Mais qu'est-ce que je peux dire? Bon. Peu me ma. Bon, monsieur Cameroun na. Nanje Pempa. Pas me tête pas. Mendung penanga. Penang pepon ngun kwisho va penang ngun kwisho ngun kwisho ngun penang pesong ta ngun penang pepon. Voilà. Donc, Ok, merci. Vous voyez dans la problématique d'être polyglotte, c'est que Ouais. je pense plus en allemand actuellement là, et il faut maintenant retranscrire. C'est un problème. Non, mais ce n'est pas un problème. L'essentiel que vous ayez gardé votre culture. Alors, nous sommes au terme de madame. cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de passer chez nous déjà. Merci. On vous souhaite bon voyage parce qu'on sait que vous rentrez bientôt en Allemagne. Oui, il faut. Oui, on espère vous J'ai revoir. des patients qui m'attendent. D'accord, on espère vous revoir sur Info TV bientôt. Merci Et puis beaucoup, au Cameroun même aussi, déjà, vous occuper de vos frères camerounais. Alors, passez un bon week-end et puis on vous dit à bientôt. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été quand même assez bien aguerris face à ce médecin qui nous vient de la diaspora et qui, quelque part, nous apportera peut-être dans les prochains jours son expertise. Restez sur la chaîne qui déchaîne Info Télévision, la chaîne de proximité. On vous dit à vendredi prochain. Surtout, restez couverts et puis à vendredi prochain, portez-vous bien. On dit merci à toute l'équipe.